Bonjour à tous, merci d'assister à ce webinaire interview. La thématique aujourd'hui, quel outil de préhension installer sur votre Kobo Universal Robot? Pour ce faire, je reçois Colin Poutier de la société OnRobot. Bonjour Colin. Bonjour Nicolas. Donc, je suis Nicolas Bouet, je suis directeur général de la société HMI MBS. HMI MBS, c'est une entreprise qui existe depuis 2000, qui a connu deux phases dans sa vie. Une première phase où nous étions un bureau d'ingénierie plutôt spécialisé fin de ligne et nous intégrions du robot KUKA. Et depuis 2014, on a fait le choix de réorienter l'activité de l'entreprise plutôt sur la commercialisation de produits innovants tels que ErgoPack, système de cerclage ergonomique de palettes, Universal Robot, les robots collaboratifs, MIR, les robots mobiles. Aujourd'hui, HMI MBS, c'est 37 personnes. C'est une équipe d'experts terrain par produit, c'est-à-dire qu'on va avoir une équipe dédiée ErgoPack, une équipe dédiée UR, une équipe dédiée MIR. Une équipe support technique pour aider nos clients principalement à mettre en œuvre les UR et les MIR. Une équipe SAV, l'ensemble du SAV est réalisé sur notre site de Saint-Martin-d'Abat à côté d'Orléans, et une équipe support administratif. En 2021, HMI MBS, c'est un chiffre d'affaires de 11,6 millions d'euros. Concernant Universal Robot, donc Universal Robot, c'est une entreprise danoise qui a été créée en 2005, qui a commencé à commercialiser ses robots en 2010. Je crois que d'ailleurs votre directeur actuel, votre CEO actuel, était l'ancien CEO de UR au moment de la création, Exactement. Enrico. Là, ça a été une entreprise qui a été rachetée en 2015 par Teradyne et qui a eu l'honneur d'avoir le prix Engelberger, qui est l'équivalent du prix Nobel pour la robotique, en 2018. Aujourd'hui, Universal Robot, c'est plus de 60 000 robots vendus dans le monde. C'est une présence dans 130 pays, 55% de part de marché, une certification ISO 9001. Côté HMI MBS, nous avons commencé à commercialiser ces robots en 2012. On a fait vraiment partie des précurseurs dans le domaine de la cobotique. C'est vraiment une technologie à laquelle nous croyons à l'époque. Et à première vue, ce choix s'est révélé plutôt positif, parce que c'est un vrai succès aujourd'hui. Nous sommes le premier distributeur français et nous avons vendu plus de 1000 robots sur le territoire français. Les produits Universal Robot se décomposent en deux familles, la famille CB3 qui sont l'ancienne génération et la famille e-Series, la nouvelle génération. Le CB3, on a l'UR3 3 kg, UR5 5 kg, UR10 10 kg. Et sur la famille e-Series, UR3 3 kg, UR5 5 kg, UR10 12 kg 5, petite particularité, et UR16 16 kg, avec des rayons d'action qui vont de 500 mm jusqu'à 1350 mm. Et je vais donc passer la parole à Colin Poutier. Donc, je vous laisse vous présenter. Et je voulais aussi vous remercier, parce que normalement, c'est Cyril Griotier qui devait être là aujourd'hui, Mhm. qui est donc le responsable commercial pour la France OnRobot, C'est ça. et qui a été pris par les marasmes du Covid et qui n'a pas pu venir. Et donc, vous l'avez remplacé au pied levé. Donc, on est un peu dans l'improvisation sur ce webinaire interview. Et donc, je remercie encore une fois Colin d'avoir pu se libérer et de venir remplacer son collègue. Je vous Avec passe la plaisir. parole. Merci beaucoup Nicolas, merci de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir de venir vous rendre visite dans vos locaux et surtout de travailler ensemble. Je m'appelle Colin Poutier, donc je suis coordinateur de OnRobot pour le sud de l'Europe. Je suis basé à Barcelone, sud de l'Europe, qui comprend donc pour nous Espagne, France et Italie. Comme vous l'avez dit Nicolas, je remplace Cyril Griotier qui sera votre interlocuteur principal sur la France, et donc le responsable des ventes France, qui nous a rejoint à OnRobot il y a quelques semaines. OnRobot, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise danoise, et voilà, qui est basée à Odense, tout près du siège de Universal Robot. On remarquera qu'il y a une certaine proximité entre Universal Robot et OnRobot, une proximité géographique à l'évidence, une proximité technique également. C'est-à-dire que les produits Universal Robot, qui vont donc prendre en compte le bras du robot, s'adaptent particulièrement bien avec les produits OnRobot qui Toute la seraient famille des l'équivalent effecteurs. du bras, les effecteurs. Les outils de fin de bras. Donc il y a une véritable complémentarité entre Universal Robot, HMI, et nous-mêmes OnRobot. Pour la France, l'équipe est composée donc de Cyril Griotier, le responsable des ventes, moi-même le coordinateur régional, et David Parent, qui est basé avec moi à Barcelone. Contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, il n'est pas français, il est espagnol, mais parle parfaitement bien français. Et c'est notre référent technique, donc notre ingénieur d'application. OnRobot, qu'est-ce que c'est? OnRobot, notre stratégie, notre vision assumée et programmée depuis le premier jour est la création d'un one-stop shop pour la mise en place d'applications collaboratives. One-stop shop, qu'est-ce que ça veut dire? La traduction la plus proche pourrait être guichet unique. Tout simplement, l'idée, c'est d'avoir un fournisseur unique pour l'ensemble des applications collaboratives qu'on va pouvoir retrouver sur le marché. On a vraiment une proposition de valeur qui se veut complète, tant sur le hardware que sur le software. Robotique collaborative.
qu'est-ce que c'est? C'est peut-être intéressant de faire un point. La robotique collaborative est déclinée en 3 problématiques distinctes. La première et la plus évidente, c'est la sécurité, c'est-à-dire de garantir en toutes circonstances l'intégrité physique du collaborateur humain qui va se trouver à côté du robot. C'est pour ça qu'on parle de collaboration. Le robot n'est pas là pour remplacer l'humain, mais vraiment pour collaborer avec lui, notamment sur des tâches pénibles ou répétitives. Donc la notion de sécurité est très importante. Évidemment, la notion de rentabilité. OnRobot, Universal Robot, nous nous adressons à tout type d'entreprise, évidemment, sur tout type d'application, mais nous nous adressons un peu plus particulièrement aux petites et moyennes entreprises qui pourraient avoir, de par l'accessibilité de l'investissement, la possibilité d'introduire de la robotique sur leur chaîne de production. Donc il y a vraiment une notion de rentabilité, d'accessibilité économique, avec un retour sur investissement qu'on estime à peu près à 1 an, qui est très court. Et une dernière information importante, une dernière problématique très importante à prendre en compte, c'est la problématique de l'accessibilité. C'est-à-dire que tant Universal Robot comme OnRobot, on met tout en œuvre pour que l'interface de programmation de votre robot et de votre application soit la plus abordable possible, avec des icônes très claires, une programmation la plus accessible possible pour tout le monde. Je vous remercie vraiment d'aborder ce point-là, parce que c'est vrai que c'est un point important dans la philosophie aussi d'Universal Robot. C'est-à-dire que le robot collaboratif, souvent on focus essentiellement sur l'aspect sécurité, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la facilité de déploiement, la facilité de programmation et la facilité de mise en œuvre. Donc on collabore d'un point de vue sécuritaire, mais on collabore aussi par cette simplicité d'utilisation. Et c'est vraiment la philosophie UR, et souvent on a tendance à parler que de la sécurité, on oublie tout le reste, mais le reste est aussi important dans l'esprit de la cobotique. Bien sûr. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment comment choisir le bon préhenseur en fonction des produits qu'on doit manutentionner ou manipuler. Et donc pour ça, je trouve que c'est le premier point qui va être intéressant. On a la chance d'avoir l'ensemble des produits à côté de nous, là, de chez OnRobot. Et bien Colin, je vais vous demander de nous les présenter. Comme ça, après, on pourra plus parler, les gens pourront mieux visualiser de quoi on parle ensuite. Avec plaisir. Allez-y. Vous voyez ici, sur cette table, presque la globalité de notre offre. Quelques informations de base globale à prendre en compte sur l'ensemble de notre offre. OnRobot propose des outils qui sont intelligents, c'est-à-dire des outils qui vont nous proposer un retour d'informations, des outils qu'on va pouvoir moduler tant sur la force de préhension que l'écartement des pinces, etc. Donc voilà, on est vraiment sur des préhenseurs intelligents et flexibles qui vont pouvoir s'adapter à vos pièces et aux situations. On est sur du tout électrique, notamment même sur les préhenseurs à vide que vous avez ici. On n'a pas du tout besoin d'un apport extérieur en air, ni en air comprimé, ni en système de vide. Donc voilà, on est vraiment sur du tout électrique. Et également, une information importante à prendre en compte sur l'ensemble de notre gamme, c'est qu'ils vont tous être équipés d'un Quick Changer. Cet outil, cette petite plaquette est le centre, vraiment le cerveau de tout l'univers OnRobot, parce qu'ils vont servir, c'est la pièce qui va nous servir d'interface mécanique, c'est-à-dire qu'on va venir la fixer à demeure sur le poignet du robot avec 4 petites vis, et une fois qu'elle va être fixée sur le robot, elle va être connectée par une prise ici au poignet du robot directement, et ce qui est la mise en place de notre application est déjà faite. Sur cette pièce, on va avoir un système avec une goupille et une gâchette, et l'ensemble de nos préhenseurs, l'ensemble de nos outils de série vont être équipés du Quick Changer. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, on va avoir notre outil branché au robot. Vous voyez que l'outil est libre de tout câblage, l'outil lui-même est complètement nu, et l'alimentation et l'échange d'informations va se faire au biais d'une puce électronique qu'on va retrouver sur notre Quick Changer et sur nos outils. Donc voilà, ça c'est une information à prendre en compte pour l'ensemble de notre gamme. On va avoir une flexibilité, une polyvalence parfaite entre le Quick Changer et l'ensemble des outils. La famille OnRobot, les outils, les solutions OnRobot peuvent être divisées grosso modo en 3 familles bien distinctes. On va avoir la famille des pinces, c'est-à-dire la préhension mécanique, la famille des préhenseurs à vide avec des systèmes de ventouse, et une dernière famille que je qualifierais de préhenseurs spéciaux qui vont être dédiés à des applications très particulières. Pour commencer avec la famille des pinces et la gamme en général, même si dans tous les cas, c'est l'application qui va déterminer la pince à utiliser, c'est peut-être intéressant de savoir déjà ce qu'on propose pour éventuellement penser à des applications qui pourraient vous convenir. Donc pour la première famille des pinces, le modèle historique de OnRobot qui
dans l'imaginaire collectif et l'illustration de notre gamme, c'est vraiment notre marque de fabrique, c'est la RG2. Le 2, évidemment, vous avez 2 kg de charge utile. L'intérêt de ce gripper, c'est que vous allez pouvoir moduler l'ouverture, la course des doigts, la force qui va être exercée. Et ici, on va avoir des capteurs de sécurité pour s'assurer qu'il n'y ait pas, par exemple, le bras d'un opérateur qui va être coincé dans la pince. Donc on est sur une pince de 2 kg de charge utile qui va pouvoir être inclinée dans 7 positions différentes pour venir s'adapter au mieux à votre application. Ce modèle est décliné en une version plus large, plus robuste, plus puissante, la RG6, qui a donc 6 kg de charge utile. C'est très intéressant ici de voir ce modèle parce que OnRobot, sur tous nos préhenseurs, on fait en sorte que la personnalisation des outils soit la plus adaptée et la plus facile possible. Ici, grosso modo, vous allez devoir dévisser deux vis pour enlever les morts standards pour venir adapter des morts que vous pouvez, par exemple, imprimer en 3D. C'est une technologie qui est aujourd'hui à la portée de tous. Et dans le cas présent, cette RG6 qui appartient à HMI est utilisée pour une étude de faisabilité sur des pièces. On a utilisé des morts qui vont venir s'adapter au mieux les pièces pour les épouser au mieux, pour avoir l'appréhension la plus stable possible. La RG2 et la RG6 sont IP54, tandis que la 2FG7, qui est ce modèle, est IP67, c'est-à-dire qu'elle pourra être utilisée dans des environnements qui vont être très contraignants. Il peut y avoir des projections de liquide, évidemment de la poussière. Donc voilà, typiquement, cette pince-là, on peut l'utiliser dans le domaine du chargement de machine-outil, où des fois on a encore du liquide, du lubrifiant qui peut tomber de la machine quand on va retirer les pièces finies. C'est vraiment une de ces applications. Voilà, donc celle-ci, elle est vraiment très résistante à l'environnement dans lequel elle travaille. La particularité également, c'est que c'est une pince parallèle, donc c'est peut-être un petit peu plus simple pour la programmation. Comme toujours, on va pouvoir modifier, personnaliser les morts. On retire les morts standards, on vient mettre des morts qui sont plus adaptés à notre pièce. On va pouvoir développer une force maximale de 140 newtons et à l'intérieur de la pince, on va également avoir 2 freins mécaniques. C'est-à-dire qu'une fois que la course cible et la force cible a été atteinte, les freins mécaniques vont se mettre en place pour s'assurer que, quoi qu'il arrive, la pièce reste fixe sur la pince. C'est-à-dire que même en cas de coupure de courant ou d'arrêt impromptu du robot, on s'assure vraiment que la pièce, en aucun cas, ne va être relâchée. Un autre modèle de préhenseur type pince, celui-ci, le 3FG15, qui est un petit peu particulier. Vous voyez que ce sont 3 doigts qui vont être concentriques, qui vont venir se serrer autour de la pince pour une préhension externe, ou au contraire s'écarter en son milieu pour une préhension interne. On va pouvoir travailler sur des pièces entre 0 et 15 kg, donc c'est une pince qui est beaucoup plus puissante que le reste de la gamme. Évidemment, dessinée et étudiée principalement pour le chargement et le déchargement de machines CNC. L'intérêt de celle-ci, une particularité de la 3FG15, c'est qu'on va avoir un système de flex grip, c'est-à-dire qu'on ne va pas devoir entrer le gabarit de la pièce à manipuler dans la mémoire du robot. On va pouvoir expliquer à la pince de venir s'ouvrir jusqu'à ce qu'elle rencontre une certaine résistance, appliquer la force cible, et là, dans le même cas que pour la 2FG7, on va avoir 3 freins mécaniques qui vont se mettre en place pour assurer une préhension stable avec les 3 doigts que voici. Donc, grosso modo, la pince va venir ici, les doigts vont venir se resserrer autour de la pièce va être parfaitement prise avec un frein mécanique en toute sécurité. Et en plus, la pièce est toujours axée par rapport au dernier axe du robot. Elle est toujours parfaitement centrée. Exactement, exactement. Donc là, en termes de TCP, etc., c'est une pince qui est relativement facile à utiliser dans la programmation de l'application. Voilà pour ce qui est la famille, très rapidement, des pinces mécaniques. On passe à la deuxième famille de préhenseurs, à la deuxième famille d'effecteurs, les effecteurs dits à vide, donc avec des systèmes de ventouses. Le modèle historique de OnRobot, le premier que nous avions sorti sur le marché, c'est celui-ci, le VG10. Vous l'aurez déjà compris, 10, ça veut dire 10 kg de charge utile. On va avoir cette particularité d'avoir ces 4 bras qui sont modulables, qui sont flexibles. Il y a une certaine résistance, c'est à dessein. Évidemment, on est sur du matériel qui est industriel. On ne voudrait pas que les bras viennent bouger pendant l'application au bout de 100, 200, 1000 ou 15 000 cycles. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont en place, voilà, il faut avoir quand même un petit peu de force dans les bras. Une fois qu'ils sont en place, les bras ne bougent plus. Donc l'idée, ça va être de pouvoir utiliser l'ensemble de la surface de préhension, plus ou moins élargie. Vous voyez que quand les 4 bras de cette pieuvre sont
sont positionnés dans l'envergure optimale, on va avoir une surface de préhension d'à peu près 30 cm sur 30 cm. Évidemment, les ventouses, nous en fournissons avec le gripper. Nous avons 2 modèles de ventouses qu'on fournit avec ce modèle, mais ce sont des ventouses parfaitement standards et vous pouvez l'équiper de ventouses spéciales qu'on trouve dans le commerce. Le marché de la ventouse, c'est vraiment un univers en soi. Important aussi à prendre en compte, évidemment, en étant tout électrique, la pompe à vide est intégrée au gripper. On va avoir ici 2 canaux, le canal A et le canal B. Ça veut dire que le même moteur va pouvoir être utilisé sur 2 canaux, sur 2 pièces de façon indépendante. On va pouvoir utiliser le canal A pour prendre une pièce, le canal B pour prendre une autre pièce, ou au contraire, utiliser la totalité du potentiel de vide de la pince pour une pièce unique. On va retrouver grosso modo les mêmes caractéristiques techniques sur un modèle qu'on a sorti un petit peu plus tard, le VG C10. C pour compact, vous voyez qu'il est beaucoup plus compact, mais contrairement aux apparences, c'est la même capacité, c'est les mêmes caractéristiques. Ce qu'on a cherché à faire, c'est de faire un système plus ergonomique et plus personnalisable. C'est-à-dire qu'on va fournir ce modèle avec 2 plaques d'adaptation, on va toujours retrouver les 2 canaux indépendants, et on va par exemple pouvoir fixer ce petit tube de raccordement de 5 cm pour concentrer l'ensemble de la capacité de vide sur une seule ventouse. C'est une situation qui est utilisée très régulièrement, et dans d'autres situations, au contraire, on va pouvoir neutraliser certaines des entrées d'air pour venir fixer une plaque d'adaptation qui va venir toujours pareil dans la même problématique de épouser au mieux la pièce que vous aurez à manipuler. On estime aujourd'hui qu'à peu près 1/3 de nos clients personnalisent leurs pinces. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en avant parce que c'est très important de savoir que voilà, on va pouvoir s'adapter le mieux à la pièce à manipuler. Le grand frère ou la grande sœur, le VGP20, l'idée, ça va être d'utiliser 2 des moteurs qu'on a dans ces 2 modèles dans un seul gripper. À l'évidence, ici, on est sur un préhenseur qui va être étudié, qui va être principalement utilisé dans des tâches de palettisation. On voit qu'il va venir s'adapter sur le haut du carton, par exemple, et pour venir le manipuler pour la création de palettes. Toujours pareil, nous avons 2 moteurs, donc non pas 2, mais 4 canaux indépendants. On peut tout à fait imaginer utiliser et manipuler une pièce par canal. Voilà pour ce qui est de la famille des préhenseurs à vide. Et enfin, la famille des préhenseurs spéciaux, c'est-à-dire c'est des préhenseurs qui sont vraiment étudiés pour des applications ou des situations très particulières. En premier, notre technologie Gecko. Donc, alors, c'est une technologie qui est propre, qui est exclusive à OnRobot. Pour la petite histoire, ça a été développé en collaboration avec la NASA. C'est toujours important de le dire. La technologie en tant que telle, c'est cette partie bleue que vous voyez ici. Et en fait, ce sont des millions de micropoils qui, au contact avec une pièce, en appliquant une légère pression, vont venir adhérer à la pièce. Ce n'est pas un système de ventouse. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler, et c'est tout l'intérêt, on va pouvoir travailler sur des pièces qui vont être percées. On pense notamment à des circuits électroniques. Là, vous voyez qu'avec un téléphone portable, je le fais sans aucune crainte, on peut manipuler un téléphone portable, mais on pourra faire la même chose avec une pièce percée. Ensuite, pour relâcher la pièce, on va tout simplement prendre appui sur la pièce, opérer un mouvement en diagonale pour venir la relâcher. L'intérêt ici, c'est qu'on est sur une préhension entièrement mécanique. Il n'y a aucun circuit. Typiquement, c'est ce qui est utilisé dans le domaine de l'électronique pour manipuler les PCB, tout ce qui est circuit imprimé, etc. Exactement. La seule contrainte qu'il va falloir prendre en compte ici, c'est que la partie bleue devra être le plus propre possible. Il faudra éviter à tout prix la dépose de poussière ou de graisse sur la partie, puisqu'on va perdre automatiquement en force de préhension. Ce qui n'est pas un problème dans les salles blanches qu'on a l'habitude d'utiliser pour les systèmes électroniques. Ce gripper est encore un gripper un petit peu spécial. C'est un soft gripper. Vous l'aurez compris, sa particularité principale, et c'est très visuel, c'est cette partie bleue en silicone. C'est-à-dire que c'est une partie qui est homologuée pour le contact alimentaire. L'idée, ça va être de pousser ou rétracter le piston qu'on a à l'intérieur de la pince, et exactement pareil que le ferait une main humaine. Ce système, par un système de transfert de force, va ouvrir ou fermer cette partie bleue en silicone. Ensuite, à la fin d'un cycle ou à la fin d'une journée de travail ou
ou périodiquement, on va pouvoir retirer cette partie et la nettoyer avec un détergent habituel selon les critères de l'industrie. Le principal domaine, agroalimentaire. le principal industrie pour ce type de préhenseur, c'est l'industrie agroalimentaire. Évidemment, oui. Et pour finir, ce petit gripper qui est un gripper magnétique. La technologie, en fait, c'est d'avoir deux aimants dont on va venir moduler la position en interne pour venir moduler la force de préhension. On a ici une charge utile magnétique de 10 kg et également un capteur ici intégré pour venir d'une part détecter lorsque l'on s'approche de la pièce et ensuite s'assurer que la pièce est toujours bien en position. Le gripper magnétique est proposé avec deux éléments qu'on va venir rajouter, qu'on va venir visser sur la surface magnétique en forme de triangle qui vont venir épouser une pièce cylindrique. Voilà. À prendre en compte, et ça c'est toute la problématique qu'on va maintenant aborder avec Nicolas, à prendre en compte que suivant la modularité, suivant les différentes utilisations qu'on peut avoir avec les grippers, il faudra prendre énormément de critères en compte pour s'assurer d'avoir la force de préhension la plus adéquate pour l'application. Très bien, je vous laisse me rejoindre et puis Oui. on va réaborder d'autres questions. Donc, on va pouvoir revoir déjà les caractéristiques. Effectivement, la définition du préhenseur va dépendre des caractéristiques de la pièce qu'on va manipuler. C'est ça. Premièrement, typiquement, il y a des choses assez évidentes. C'est-à-dire que c'est évident qu'une matière plastique, d'ailleurs on dit matière plastique, mais on peut parler de tout ce qui est matériaux amagnétiques. Donc on va retrouver l'aluminium, l'inox, etc. On ne va pas pouvoir le prendre avec un préhenseur magnétique. Ça, c'est déjà évident, c'est une base. Deuxième chose, si on a des matériaux qui sont poreux, qui sont troués ou avec des aspérités dessus, on sait que les technologies par résonance ou par le vide ne vont pas non plus être adéquates. Donc on va pouvoir tout de suite éliminer ce type de préhenseur. Enfin, si on a un environnement pareil, très sale, très poussiéreux, éventuellement avec de l'humidité, des choses comme ça, pareil, avec le ventouse, tout ce qui est système de préhension par le vide, c'est pas très compatible. Effectivement. Parce qu'on risque d'obstruer les filtres, on risque d'amener des contraintes complémentaires. C'est ça. Et enfin, un autre critère qui est encore important, ça va être le poids de la pièce. Parce qu'on sait que si on a un poids qui est supérieur à 6 kg, on va difficilement utiliser les préhenseurs mécaniques. Tout ce qui est les pinces, vous avez parlé de la RG6 qui est limitée à 6 kg. Alors il y a une petite particularité avec les 3FG15 qui peuvent jusqu'à 15 kg, mais qui est vraiment pour des pièces cylindriques, principalement pour charger des tours comme en numérique ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est principalement, si on est supérieur à 6 kg, on sait déjà, on peut oublier la technologie pince mécanique. Exactement. Et donc les autres caractéristiques qu'on va prendre en pièce, c'est le poids, dans ce cas-là. On est limité, je crois, donc en poids, même dans l'ensemble de votre gamme. L'ensemble de notre gamme, exactement. Donc l'ensemble de nos grippers, quelle que soit la solution, on va parler de pièces à manipuler entre 0 et 20 kg pour les plus grosses charges utiles. Au-delà de 20 kg, de toute façon, on sort un petit peu du cadre collaboratif. On va être dans du robot industriel, vraiment. Donc nous, on est toujours limité sur une amplitude de 0 à 20 kg. Deuxième critère, la dimension de la pièce. Les dimensions de la pièce, effectivement, c'est très important à prendre en compte, de savoir que, par exemple, une pièce qui va être plate, on va avoir du mal à la saisir avec un système de pince. Donc, on va plutôt s'orienter sur un système, un préhenseur à vide. Même si on personnalise les morts, évidemment, on est quand même contraint par certaines règles élémentaires de la physique. Si on utilise des morts qui font 50 cm, au bout des morts, on va perdre énormément de force de préhension. Donc, on va être relativement limité. Donc, la dimension est également un critère à prendre en compte. Les matériaux. Le matériau, un peu dans la même logique. Si on a un matériel qui est percé ou qui est très poreux, évidemment, on va avoir beaucoup de mal à travailler avec des grippers à vide parce qu'on va avoir une déperdition de vide. Tout simplement, l'air va passer à travers la pièce et le vide cible qu'on va programmer dans notre application ne sera jamais atteint et la pièce ne sera jamais adhérée. Ça, c'est plutôt la partie état de surface. Mais sur la partie matériaux, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, tout ce qui est matériaux ferreux et non ferreux, et c'est là où on va savoir si on peut prendre magnétique, pas magnétique, pince, etc. Voilà. Et donc, vous parliez de l'état de surface, effectivement, avec la géométrie. Effectivement, par rapport au vide, si on a des pièces qui ne permettent pas, parce qu'il y a des trous, de prendre du vide, on va prendre sur des pinces et ça paraît évident. Voilà. Et le dernier critère, c'est le conditionnement des pièces, c'est-à-dire que la façon dont les pièces sont rangées ou la façon dont elles sont préparées en amont en fait, de l'application. Exactement. Toutes les caractéristiques propres à la pièce sont à analyser, à prendre en compte, mais également il va falloir prendre en compte qu'est-ce qui entoure la pièce, c'est-à-dire est-ce que c'est un univers plus poussiéreux, est-ce que c'est gras, est-ce qu'il y a des projections, comment la pièce elle-même est présentée, est-ce qu'elle arrive sur un convoyeur bien détaché, est-ce qu'elles peuvent être empilées, est-ce qu'on va avoir la place
dans le cas d'une arrivée en thermoformé, est-ce qu'on va avoir la place d'utiliser nos doigts sur les côtés de la pièce pour venir la saisir? Vous voyez que je fais toujours ce mouvement parce qu'il y a toujours il y a toujours une partie de biomimétisme dans la robotique. Spontanément, comment est-ce que je prendrai la pièce à la main? Est-ce que je peux le reproduire avec le robot? Oui, non, on va partir sur tel ou tel préhenseur. Mais voilà, c'est vraiment un condensé de toutes ces caractéristiques qu'il va falloir comprendre, analyser pour être amené à utiliser un préhenseur ou un autre. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va étudier 4 cas pratiques. Et en fait, on va vous montrer un peu la logique et le raisonnement qu'on applique pour essayer de choisir le bon préhenseur en fonction de la pièce qu'on va mentionner. Premièrement, cas pratique numéro 1, chargement, déchargement de machine-outil, quelque chose qui est très classique, hein, qu'on fait habituellement avec les robots, les cobots Universal Robots. Donc, le principe, j'ai donc une pièce à venir charger dans une machine. Ma pièce, c'est un brut qui est parallépipédique. Donc à ce moment-là, jusqu'à présent, on n'a aucune information qui nous permettrait d'écarter l'un ou l'autre gripper. On a un éventail très large, on peut être sur une pince, sur du vide ou sur du magnétique. D'accord. Je rajoute un autre critère, le poids de ma pièce c'est 2 kg. Toujours pareil, on est toujours bon dans les caractéristiques de nos 3 familles de produits. On peut aller sur les 3. La matière, c'est de l'aluminium. Et là, évidemment, on va écarter le gripper magnétique. Il nous reste encore la pince ou le préhenseur à vide. Et c'est un brut qui vient du sciage, donc qui est coupé avec des stries sur le dessus. Donc là, logiquement, on va arriver sur le système de pince parce que les stries vont empêcher vraiment de faire un circuit de vide efficace et qu'on ne pourra pas manutentionner, on risque de lâcher la pièce en cours de route. Typiquement sur un modèle de pince. Donc vous voyez, dans ce cas pratique numéro 1, vraiment en prenant les différents critères qui sont la forme de la pièce, le poids de la pièce, la matière, l'état de surface, on a déjà réussi à nous définir le préhenseur adéquat pour cette application. On passe au cas pratique numéro 2. Donc là, le principe, ça va être de prendre un stylo, par exemple, et on veut faire un marquage dessus, type tempographie. Donc je prends les stylos un par un, et je les mets dans la machine de marquage. Ensuite, je les récupère et je les sors. Donc le poids de ce stylo, c'est un bout de plastique lisse, inférieur à 10 grammes. Donc dans ce cas-là, on peut prendre... On est dans les cordes au niveau du poids, il n'y a aucun problème. En revanche, vu que c'est du plastique, on élimine d'office le gripper magnétique. Deuxième critère, donc plastique lisse. Toujours pareil, a priori, on peut utiliser indifféremment le gripper type pince ou le gripper à vide. Mais mes produits, en fait, en amont, ils sont conditionnés dans des plateaux, les uns à côté des autres. Ils sont tous les uns à côté des autres. Et l'espace que j'ai entre chaque stylo est de l'ordre de 2 mm. Dans ce cas-là, on pourrait imaginer d'affiner les points de notre pince pour venir saisir le stylo par les côtés, mais ce ne serait pas la solution la plus évidente, la plus abordable. Le plus simple dans cette situation serait d'utiliser un gripper type ventouse avec une ventouse unique qui viendrait prendre le stylo tout simplement par le dessus et le déposer où on doit le faire. Alors, je fais juste une petite interruption. Il y a JMP qui a posé une question. C'est dans le cas 1 sur le brut strié. Pourquoi pas le préhenseur magnétique? Parce qu'en fait, on était parti sur un brut en aluminium. Et donc, l'aluminium et le magnétisme, ça ne fonctionne pas, au même titre que si on avait une pièce plastique brute ou si on avait une pièce en inox. C'est pour ça que nous avions écarté le préhenseur magnétique. On passe au cas pratique numéro 3. Une tôle d'acier qu'on veut charger dans une presse plieuse. Donc on a une pile de tôle d'acier, la tôle fait 3 kg, la dimension c'est 50 par 50 cm en termes de surface. Donc déjà, a priori, on va complètement écarter le système type pince parce que pour aller chercher la tôle sur les côtés, ça va être très compliqué. En revanche, on est dans une catégorie parfaite pour un VG10, donc un préhenseur à vide ou un préhenseur magnétique. Ok. Naturellement, je ne simplifie pas la vie. Ma tôle a une surface grainerie, donc avec plein de petites aspérités dessus. Je m'y attendais un petit peu. On aurait tendance à écarter le préhenseur à vide parce qu'on pourrait avoir toujours pareil des déperditions de vide. En revanche, ce serait une situation parfaite pour un gripper magnétique. D'accord. Et donc, ce que vous aviez dit tout à l'heure, ce gripper magnétique, parce que la grande crainte, donc j'ai ma pile de tôles, c'est que lorsque je vais prendre, que je ne prenne pas 3-4 tôles en même temps. Et donc, on peut vraiment ajuster la force. C'est ça. On va, de toute façon, comme dans toute application, passer par un système de test, par une étape de test and fail, et on va moduler la force de préhension au mieux pour trouver la bonne force pour venir saisir une seule tôle ou deux si l'application le demande. Pareil, en termes de sécurité, ce que vous avez dit tout à l'heure, que ce soit au niveau des pinces ou du préhenseur magnétique, s'il y a une coupure d'énergie, on reste serré et verrouillé. Et le préhenseur magnétique, comme sont des aimants permanents qui est à l'intérieur, va rester aussi collé. On ne va pas lâcher la matière en cas de coupure d'énergie dans l'entreprise. En aucun cas. Et en plus, il y a un système de sécurité additionnel, c'est-à-dire que sur le gripper magnétique, on va avoir un capteur de détecteur de pièces. C'est-à-dire que même si, pour une raison ou une autre, la pièce était amenée à être relâchée, le robot automatiquement recevrait l'information, se mettrait en arrêt
et préviendrait l'opérateur. Très bien. Dernier cas, du pick and place de cubes de marbre. Donc là, on a un client qui fabrique, qui serait dans le milieu de la métrologie, qui fabrique ses bases en fait pour ses mesures en marbre. Donc c'est un marbre qui est poli, qui est parfaitement lisse. Donc c'est un cube qui fait à peu près 20 cm par 20 cm par 8, enfin, un cube, pas vraiment un cube d'ailleurs, c'est plus un parallépipède rectangle, 8 cm d'épaisseur. Donc là, déjà, par rapport aux dimensions, premier critère. Sur les dimensions, si on imagine prendre le cube par la partie, 8 la plus cm. fine, les 8 cm, on est parfaitement dans les cordes tant du préhenseur à vide que de la 2FG7 qui a la force suffisante pour Naturellement, il fait 8 kg. Dans ces cas-là, on va devoir écarter la 2FG7, le préhenseur type pince, qui a une charge utile de 7 kg. Donc on va automatiquement arriver sur un VG10 qui viendrait saisir le marbre par la partie plate. En plus, le marbre, si on imagine qu'il est déjà poli, il n'y aura absolument aucun problème d'adhésion. Donc on part sur le VG10. Très bien. Donc là, on a pu voir 4 cas, et effectivement, essayer de comprendre la logique et le cheminement qui va en fonction de la pièce, de son conditionnement, etc., pour aller vers le choix du préhenseur adéquat. Et il y a un nouveau préhenseur qui est sorti ces derniers jours, cette dernière semaine, de la part de OnRobot. Et ce que je vous propose, c'est effectivement de nous le présenter. Avec et puis plaisir. En même temps, vous pourrez nous présenter, puisqu'on a un robot qui est là aussi, comment on peut monter et démonter, ce que vous avez mis tout à l'heure en offline. On va le mettre online pour voir comment on arrive à monter et changer les outils. On y va. Je vous laisse retourner là-bas. Donc oui, comme vous le dites, il y a encore un nouveau préhenseur chez OnRobot. C'est une constante. Pour sortir 17 références en 3 ans, vous imaginez bien que nos ingénieurs travaillent en continu sur de nouvelles solutions, travaillent en continu sur de nouveaux projets. Et le dernier arrivé dans la famille OnRobot, c'est celui-ci, le 2FPG 20. C'est un préhenseur, vous l'aurez bien compris, type pince, avec ses deux mors, un mort fixe et un mort mobile qui va venir se serrer contre le carton. C'est à l'évidence un préhenseur qui a été conçu pour les tâches de palettisation. On avait déjà une solution à ventouse, maintenant nous avons une solution à pince. On est sur une charge utile très élevée de 20 kg, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser sur des cartons de 20 kg. Vous remarquerez ici qu'on a deux ventouses. À quoi servent-elles? Tout simplement, lorsqu'on va créer notre palette, on va vouloir, entre chaque couche de carton, déposer un intercalaire. Donc la ventouse, le gripper va venir saisir un intercalaire, que ce soit un intercalaire en papier, en carton, en film plastique, il n'y a aucun problème. On va venir déposer l'intercalaire sur la couche de carton pour procéder à la couche suivante. Donc vraiment, on est sur de la préhension lourde, spécialement dédiée aux tâches de palettisation. Vous voyez que le gripper est fixé au robot, et comme d'habitude, on peut le retirer comme ceci pour venir fixer un autre élément. Je fais juste une petite parenthèse. La quasi-totalité de nos références, ou en tout cas toutes les références qu'on a vues aujourd'hui, vont avoir le même type de connexion. C'est-à-dire qu'une fois que le gripper le quick changer est solidarisé avec le robot, on va utiliser ce petit câble entre le poignet du robot et le quick changer, et ensuite tout est prêt pour venir utiliser n'importe lequel de nos produits, comme ceci, toujours avec le système de goupilles et de gâchettes. On fixe un nouvel outil et on peut l'utiliser sur une nouvelle application. On peut par exemple imaginer un VGC10 qu'on viendrait fixer toujours avec le système, de goupilles. Et ce qui est intéressant et quelque chose à vraiment prendre en compte, qui peut être... Ah, je ne peux pas le fixer, il n'est pas fixé, pardon. J'allais vous montrer le quick changer, mais le double quick changer, mais à l'identique que le quick changer, il va falloir venir le fixer avec 4 vis. Mais voilà. Donc le concept, c'est vraiment ça, c'est d'avoir la plus grande flexibilité, la plus grande polyvalence avec nos outils sur un même robot, qui pourra être utilisé sur différentes applications, qui pourraient ne rien avoir à voir les unes avec les autres. Je vous laisse me rejoindre, on va passer sur la partie questions-réponses. On a déjà effectivement un certain nombre de questions qui apparaissent. Alors, je reviens sur une question qui avait été posée par JMP tout au début de notre présentation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes influencé du fait de la crise d'approvisionnement sur les composants et autres en termes de délai? Non, pas du tout. Toutes les commandes vont partir du Danemark, c'est-à-dire qu'on a un temps de livraison entre 1 et 2 jours, 3 jours. Après, évidemment, on les livre chez vous, vous les livrez chez vos clients, mais nous, notre livraison est très rapide.
Et en ce qui concerne les stocks et la disponibilité des outils, nous avons tout en stock, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour être capable d'approvisionner sur n'importe laquelle de nos références sur 1 an ou plus. D'accord. Donc ça, c'est la partie on-robot. Je réponds aussi sur la partie Universal Robot. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Universal Robot, on est sur des délais qui vont entre 3 et 6 semaines suivant les modèles. Mais c'est pareil, on a Universal Robot, c'est organisé et à gérer de façon à minimiser au maximum l'impact sur les délais de livraison, parce que c'est aujourd'hui une force vraiment de la cobotique, c'est on prend la décision, on définit la techno qu'on va mettre en œuvre en termes de préhenseurs, d'effecteurs et la façon dont on va déployer le robot dans les usines, et aller très vite en fait dans le déploiement, ce qui fait que ça participe sur le ROI le plus rapide aussi. Parce qu'effectivement, si on prend aujourd'hui des robots, enfin j'ai le souvenir du temps où on faisait des KUKA, des robots industriels, on était sur des 12, 16, voire 20 semaines d'appro, c'est sûr que ça retarde énormément la mise en production et donc ça retarde le début du calcul du ROI. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une première question. On avait une deuxième question qui concernait donc de la part de Vincent S, qui est le poids carton maximum. Donc vous aviez parlé, je crois, de 20 kg. Alors si on est sur le DFGP20, on est sur 20 kg strict, c'est-à-dire que vu que c'est de l'appréhension mécanique, de l'appréhension physique, on est sur 20 kg sans aucun problème. Je prends quand même des précautions sur le VGP20, toujours pareil avec la problématique de la porosité des cartons, on peut être amené à avoir une charge utile qui est diminuée de par la nature même de la charge à manipuler. Donc sur les cartons, grosso modo, on peut prendre en compte 10 kg avec le VGP20, 20 kg avec le 2FGP20, donc le gripper à pince. On avait aussi une question de Odile concernant la possibilité de gérer la variabilité des poids. Et ça, je pense qu'il y avait un lien avec votre URCAPS, parce qu'en fait, sur le URCAPS, on peut programmer la masse, on peut gérer la force de serrage en cas du FGP20, etc. très facilement. C'est ça. On peut le gérer, c'est vraiment tout l'intérêt des grippers intelligents qu'on propose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser le même produit sur une gamme de pièces très large. Une petite parenthèse, on propose également un système de vision, donc on peut imaginer une caméra qui vienne détecter le type de pièce pour adapter la force qu'on va demander d'appliquer au gripper. Ok. Très bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions potentielles? On va laisser quelques temps, voir si d'autres personnes souhaitent le faire. Il y a d'autres produits dans le pipe actuellement chez OnRobot? Il y a toujours des produits dans le pipe chez OnRobot. Mais je peux pas en parler. On aura la surprise? Vous aurez la surprise. D'ici la fin de l'année? D'ici la fin de l'année, oui. Avant la fin de l'année, on aura de nouveaux produits qui vont déjà étoffer votre catalogue qui est déjà très riche en fait. Oui. D'accord. Une petite précision sur justement la stratégie et les projets sur lesquels on travaille en interne. On estime aujourd'hui que notre catalogue de hardware est relativement étoffé. Il y a peut-être 1 ou 2 produits qui pourraient être amenés à le compléter, mais la stratégie maintenant de OnRobot va se diriger plus vers les softwares, c'est-à-dire qu'on a déjà sorti un premier software de contrôle de la production, c'est-à-dire de contrôle à distance de l'efficacité, de la productivité d'une application entière, donc le robot et l'outil, pour savoir les temps de pause, les cadences, les cycles qui ont été établis sur une période donnée. Voilà. Donc là, maintenant, on est plus en train de se diriger vers le software. Mais en hardware, il va évidemment y avoir des nouveautés encore. Un point sur lequel, en attendant, pouvez-vous réaliser des essais sur site? Oui, nous pouvons réaliser des essais sur site. Maintenant, on préfère les faire préférablement dans nos locaux. Sachez qu'on a toute une équipe qui est là dédiée pour faire des POC, des proof of concept chez nous. Vous nous envoyez vos produits. Enfin, si vous le souhaitez, notre expert terrain passe vous voir. Vous définissez ensemble l'application. Il peut récupérer des produits. Et ensuite, on fait les essais. Alors, pourquoi on préfère les faire dans notre atelier? Simplement, comme vous avez vu, on dispose de toute la gamme des produits. Et c'est pas évident d'aller chez le client avec toute la gamme des produits. On essaye celui-là. Non, c'est pas celui qui est idéal. Là, il faut imprimer des morts 3D. On a tout ce qu'il faut. On fait les impressions 3D aussi en local. Donc, ça permet d'être plus efficace en fait quand on travaille dans nos locaux. C'est pour ça qu'on préfère les faire chez nous. Donc, en général, les clients nous fournissent les pièces avec toutes les données qui vont avec. On réalise une vidéo et on vous envoie la vidéo du POC qui a été réalisé. Pour un pinceur magnétique, peut-on moduler la force pendant le cycle du robot? C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est de dire on a défini une force, mais pendant que le robot bouge, changer, je ne sais pas laquelle application, mais changer la force pendant que le robot se déplace. Oui, a priori, techniquement, oui. Après, je ne vois pas. Alors, on peut imaginer j'imagine l'application suivante, c'est-à-dire que le client a 2 typologies de pièces à prendre. Donc, dans un cas, il va falloir appliquer une force qui va permettre de prendre une pièce de 3 kg, et dans l'autre cas, prendre une autre pièce qui fait 1 kg. Ah, si c'est ça, oui, à l'évidence, oui.
Moi, je pensais pendant la Bah, trajectoire moi même aussi, de mais préhension. j'essaye d'aller plus loin, essayer de comprendre effectivement la question. Mais, Donc dans ce cas-là, non, oui, non, on est capable sur le même cycle robot de prendre une grosse pièce et une petite pièce, oui, quoi. On oui, pourra paramétrer pour effectivement. chaque moment en fait la Voilà. force qu'on va appliquer. Voilà. Et on peut même imaginer prendre une première pièce et ensuite augmenter la force de préhension pour venir en dessous de la première pièce, en saisir une deuxième. Mhm. Par transfert de magnétisme, il n'y a aucun problème. Alors, le magnétique peut-il fonctionner ou fonctionne-t-il sur des pièces emballées dans un emballage carton? Il faut faire l'essai. Donc, c'est Faut faire l'intérêt du l'essai. POC, parce que ça va dépendre de l'emballage carton, ça va dépendre de ce que vous savez sur le magnétisme. En fait, on passe vraiment sur des champs magnétiques. Suivant l'épaisseur de la pièce, on va être plus ou moins puissant en termes de force, de coup d'attraction. Et donc, il faut prendre en compte tous ces critères-là. Et la meilleure solution, c'est de faire un essai. Donc, Oui. n'hésitez pas à revenir vers nous et on fera un essai avec plaisir. Mais de manière générale, sur les préhenseurs magnétiques comme sur les préhenseurs à vide, il faut prendre en compte que la moindre surépaisseur sur votre pièce va considérablement dégrader la force de préhension. Notamment sur le magnétique, vraiment, on est sur de la préhension. La préhension la plus forte va être quand la pièce est très clairement collée au magnétisme. Mais bon, on peut de toute façon essayer. Si c'est des pièces très légères, pourquoi pas. Bonjour, pouvez-vous détailler les liaisons électriques entre le robot et les préhenseurs? Alors, il faut savoir que les robots e-Series Universal Robot disposent en fait d'un bus directement en tête de robot sur l'axe 6. Hein. C'est là où on a vu tout à l'heure Colin qui est relié, un petit câble qui était relié entre la tête du robot, l'axe 6, et la partie donc, du quick changer, la partie fixe de votre outil. Et donc, on communique, on amène du 0, du 24 volts, et on communique via ce bus. Et c'est vrai que c'est une vraie force aujourd'hui de ce partenariat entre Universal Robot et OnRobot, c'est-à-dire que vraiment tous les produits sont plug and produce, c'est-à-dire à travers l'URCAPS, donc un petit plugin qu'on vient rajouter dans le robot, directement on va pouvoir facilement commander et intégrer et programmer l'utilisation des produits Universal, des produits OnRobot. Exactement. Typiquement, vous mettez la pince RG2, vous installez donc le petit plugin dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc l'URCAPS OnRobot, et directement dans le langage de programmation du robot, vous allez retrouver ouvrir pince, fermeture pince par exemple. Et vous pourrez paramétrer les efforts, les dimensions de l'ouverture, les dimensions de la fermeture, etc. Donc ça, c'est un vrai plus effectivement de OnRobot, de Universal Robot. Aujourd'hui, c'est cette capacité avec ces partenariats qui ont été développés donc à travers OnRobot avec d'autres fournisseurs d'accessoires, d'avoir cette possibilité de facilement intégrer tous ces accessoires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 400 produits URCAPS qui sont en développement ou qui existent au sein de l'écosystème Universal Robot. C'est ça. Et en parlant de URCAP, je crois que j'ai oublié de le préciser, nous avons une URCAP unique pour l'ensemble de la gamme. C'est-à-dire que sous un même plugin, sous un même programme, vous allez pouvoir utiliser tous les produits OnRobot. Autre question d'Odile, avez-vous déjà embarqué un UR sur un engin préparateur de commande? Alors oui, tout à fait. Alors, nous travaillons, je vous l'ai dit du début lors de la présentation de la société, nous travaillons avec les AMR de marque MiR, Mobile Industrial Robot. Il faut savoir que MiR et Universal Robot sont deux sociétés sœurs, parce qu'elles appartiennent toutes les deux à Teradyne, cette entreprise américaine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et du coup, le MiR est prédisposé pour mettre dessus un Universal Robot, et le fonctionnement commun est déjà prévu du constructeur pour le faire. Donc c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui, alors nous sommes en train de travailler, nous avons déjà fait des tests, nous avons fait plutôt d'époque. Aujourd'hui, on n'a pas d'application, nous n'avons pas réalisé d'application en clientèle, mais ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons beaucoup et nous sommes beaucoup sollicités dans ce domaine aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et naturellement, pour prendre les produits, lorsqu'on va faire du picking, on peut utiliser les préhenseurs OnRobot. C'est même conseillé. C'est même conseillé. Sauf si la pièce n'est pas conforme au préhenseur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Alors effectivement, OnRobot a deux outils complémentaires. Bon, ce n'était pas l'objet de la thématique de ce webinaire, mais effectivement, on a deux outils complémentaires. Il y a une ponceuse qui est aussi prévue et intégrée facilement pour réaliser toutes les fonctions de finition. Exactement. Et une visseuse collaborative, qui permet, composée d'un distributeur de vis. On avait déjà fait une présentation. C'est ça. Un distributeur de vis, une visseuse collaborative qui peut aller du M1.6 à M6. Et il y a une force de serrage, vous vous souvenez? La force de serrage, on va être sur 5 newtons maximum. 5 newtons mètres. C'est une visseuse, ce n'est vraiment pas une perceuse. Voilà. Et la ponceuse, quant à elle, c'est une ponceuse relativement traditionnelle qu'on va juste brancher sur le robot Universal Robot, qu'on va pouvoir coupler avec un capteur de force pour s'assurer d'avoir un travail homogène sur toute la trajectoire de ponçage et qui est
remarquablement facile, couplé avec Universal Robot, remarquablement facile à prendre en main. Et parce que dans le cas d'Universal Robot de la i-Series, on a déjà le capteur d'effort qui est intégré. C'est possible. Très bien. Avez-vous un quick changer automatique dans le pipe? Non, alors c'est une question qui revient souvent. Ça a été beaucoup discuté en interne parce que souvent on nous pose cette question et en fait, grosso modo, on a décidé qu'il n'y avait pas suffisamment d'applications possibles sur le marché pour dédier une force de R&D pour développer le Quick Changer automatique. D'autant qu'avec l'option d'un quick Changer double, on est déjà sur un éventail de complexité d'applications relativement large. Ça a été beaucoup débattu, mais a priori, non. Je mets quand même des guillemets parce que... Alors, nous commercialisons une autre marque de changeur d'outils automatique et sur lequel on est capable d'adopter les systèmes on-robot. Et si vraiment vous avez vraiment besoin d'avoir 4 applications et 4 outils différents, on est capable d'avoir ces éléments-là. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, je vois qu'il y a ici, est-il possible d'adapter, alors, est-il possible d'avoir une brosse à la place de la ponceuse? Donc la ponceuse, c'est une ponceuse orbitale. Après, normalement, on a prévu du disque, mais on pourrait très bien imaginer de mettre à la place du disque une brosse comme on veut, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, il y a un système de scratch, on peut tout à fait l'envisager. Voilà, tout à fait. Est-il possible d'adapter de la vision pour palettiser 2 références différentes identifiées par code barre? Oui, tout à fait. Là-dessus, ça peut être d'ailleurs une vision. Alors, la vision on-robot, elle est principalement embarquée. Oui. Sur le robot, mais après on va pouvoir utiliser n'importe quel capteur parce que si vos cartons arrivent avec un lecteur code barre, et là vous avez vu d'ailleurs, il y avait un palettiseur qui était présenté qui est capable de palettiser 2 palettes et on peut facilement en fonction du lecteur code barre dire au robot tu vas mettre sur la palette de gauche ou tu vas mettre sur la palette de droite. Là-dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc pareil, n'hésitez pas à revenir vers nous ensuite si vous avez des questions complémentaires. Ensuite, comme une visseuse possible a priori pour une agrafeuse électrique. Alors là-dessus, il faut pareil faire l'adaptation entre la partie agrafeuse. Alors attention à ces éléments parce qu'une agrafeuse et le côté collaboratif, je ne sais pas si ce sera très compatible, donc il faudra vraiment faire attention à ce point-là. Mais il n'y a pas de souci, on peut adapter une agrafeuse électrique dessus. On a déjà réalisé d'ailleurs des POC dans le domaine pour les gens qui réalisaient des caissettes en bois. On avait fixé une agrafeuse, c'était une agrafeuse pneumatique, et on venait en fait agrafer les différentes planchettes pour faire les couvercles des caissettes en bois. Quelle est la liste des préhenseurs on-robot et autres qui sont collaboratifs en correspondance avec les normes de sécurité qui imposent une force massive de 140 newtons dans le cadre d'une application verrière? Alors, a priori, tous nos produits sont considérés collaboratifs. C'est-à-dire que tous nos produits ont une force maximum délivrée de 140 newtons, sauf la 3FG15, sauf les produits qu'on a vu, le VGP20 et le 2FGP20 de palettisation, mais tous les autres, on est vraiment dans le cadre collaboratif, en dessous de 140 newtons, et sauf également la 3FG15, donc la pince à 3 doigts, qui peut développer une force supérieure. Alors, je dirais que là, pour répondre de façon plus large à cette question, il y a un aspect qui est vraiment l'analyse de risque qui va être à faire. Surtout, vous parlez d'applications verrières. Donc, on peut imaginer que l'objectif, c'est de prendre des pièces en verre et qu'on vient les déplacer. Et là, déjà, ça risque de poser un problème d'un point de vue purement collaboratif, parce que le fait de déplacer une pièce en verre, elle peut être tranchante. Enfin, il y a plein de critères. Je cite toujours l'exemple suivant lorsqu'on discute de nos clients sur l'importance de l'analyse de risque. Imaginez sur un robot, comme si vous avez tout à l'heure, je mets un système de ventouse VGP20 dessus. Je vais prendre un carton sur une application, sur un convoyeur, je vais le transférer sur un deuxième convoyeur, l'opérateur s'approche, touche le carton tombe, il n'y a pas de danger particulièrement. Je garde le même robot, le même préhenseur, la même application et le même environnement, mais à la place de prendre un carton, je prends une tôle qui fait 2/10 d'épaisseur. Là, en fait, je ne vais plus être collaboratif du tout parce que c'est une lame de rasoir que je vais déplacer dans l'atelier. Premier cas, pas besoin d'enceinte de sécurité, application complètement collaborative. Deuxième cas, il va falloir ajouter une enceinte de sécurité parce que l'application n'est pas collaborative. Pourtant, on n'a rien changé. Même programme robot, même préhenseur. On a juste changé la pièce qu'on transporte. Voilà, mais pareil, n'hésitez pas à revenir vers nous en dehors du webinaire pour qu'on voit avec vous l'application plus en détail et on pourra vous conseiller vous orienter vers les bons préhenseurs. Alors, unité de vide. Les détections de niveau de vide sont effectuées comment? Des vacuostats qui sont directement dans le préhenseur. Un retour permanent du niveau de vide. La gestion du vide est gérée par la vitesse du moteur de la pompe, c'est ça? En fait, je pense que le moteur de la pompe doit toujours tourner en permanence.
Alors non, pas exactement. En fait, on va en permanence, oui, on va avoir un retour sur le niveau de vide atteint. Mais l'idée de tous les préhenseurs à vide, ça va être justement de mettre en place la pompe et avec ce niveau ce retour d'information, arrêter la pompe quand le circuit interne est sous vide et relancer la pompe si on a une déperdition. C'est-à-dire D'accord. que On la pompe, asservit en grosso modo, voilà, permanence voilà. le Et fonctionnement. la pompe, grosso modo, vous allez avoir la pompe qui va arriver, enfin le gripper qui va arriver, on va entendre bzzz, qui va être le moteur à vide qui va se mettre en route. Ensuite, elle est parfaitement silencieuse parce que le niveau de vide est atteint. Par contre, s'il y a une toute Mhm. petite déperdition, on va entendre bzzz, elle va Ça va se relancer un remettre petit en peu. route. D'accord. Très bien. Ensuite, lorsque vous ajoutez la vision industrielle sur un robot, quel est le fournisseur de la caméra? Alors, bon, il y a OnRobot qui fournit des solutions et qui est là. C'est Il faut ça. savoir qu'aujourd'hui, il existe plein de marques de caméras. Donc, je vais citer OnRobot, je peux citer Sensopar, je peux citer SICK, je peux citer... voilà. Il y a beaucoup de marques qui ont d'ailleurs des plugins aussi qui sont prévus pour fonctionner et faciliter le fonctionnement avec Universal Robot. Donc c'est vraiment, on va faire le choix, d'une part en fonction de votre retour d'expérience, peut-être que vous avez déjà des systèmes de vision et vous nous dites, ben, moi je suis plutôt SICK, je suis plutôt Lens, je suis plutôt, voilà, des choses comme ça. Et dans ce cas, vous nous le dites et on s'adaptera. Mais il y a vraiment plein de choix et premier choix, ça peut être ça. Et le deuxième choix, ça va être en fonction de l'application. Il y a des caméras qui sont plus ou moins bien adaptées à l'application. Sachant que la caméra OnRobot, c'est toujours une caméra embarquée, c'est-à-dire qu'on n'aura pas, en termes de temps de cycle, obligatoirement, le robot doit venir au-dessus, localiser la pièce, prendre la pièce, se déplacer, revenir faire une photo potentiellement. Oui. On peut également la proposer sur un support externe. D'accord, elle existe aussi en Ouais, version cycle. c'est ça. Mais c'est une caméra qui va être qui fonctionne très bien pour la détection de l'environnement, pour la détection des pièces et leur localisation. Mais après, ce n'est pas une caméra qui est très poussée pour les lectures de code barre ou le contrôle qualité au millimètre. Non, c'est vraiment, on est sur la détection de pièces. Ok. Mais elle fonctionne très bien. Dans le cadre d'une palettisation, faut-il que les cartons soient séparés pour les prendre? Alors oui ou non? Parce qu'en fait, ça va dépendre. Si vos cartons sont en bout d'un conveyeur motorisé et que vous avez une accumulation de 10 cartons, ça va faire une très grosse pression sur le premier carton, le dernier donc de la file, ou le premier de la file, c'est comment on se place, qu'on doit prendre. Si votre carton, par contre, vous avez toujours que 2 cartons et qu'il n'y a pas un convoyeur avec une force énorme dessous, parce que vous avez des convoyeurs, vous savez, des convoyeurs à rouleaux et des rouleaux qui se débrayent en fonction du couple qu'il y a dessus, on peut imaginer de le prendre même si le deuxième carton est collé dessus. Une fois de plus, il faut regarder, venir vous voir et voir avec vous la meilleure solution. Première vue, on arrive au bout des questions. On va donc vous remercier. Donc n'hésitez pas, si vous avez des différentes questions, à revenir vers nous. D'un point de vue HMI MBS, donc vous avez nos coordonnées. Côté OnRobot France, il y a Cyril Griotier, il y a aussi ses coordonnées qui sont ici. Donc n'hésitez pas à envoyer des mails et puis on vous répondra avec plaisir. Et si vous souhaitez qu'on passe vous voir, pareil, contactez-nous et on passera vous voir et on vous aidera à déployer de la cobotique chez vous. Également. Et sinon, vous pouvez aussi nous contacter via le site internet que je vous invite à consulter d'ailleurs parce qu'il y a énormément d'informations. Il y a des cas d'école, des informations sur les différentes applications qu'on peut utiliser sur chaque gripper, comme on a vu aujourd'hui. Je vous invite vraiment à le regarder parce qu'il est très didactique en ce sens. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée. Et donc, prochain webinar le 17 mars. À bientôt. Merci.